Bonjour, une aventure de Sherlock Holmes, l'aristocrate célibataire. Le mariage de Lord Saint-Simon ainsi que sa curieuse conclusion ont depuis longtemps cessé d'être un sujet d'intérêt parmi les cercles élevés dans lesquels l'infortuné jeune marié évolue. De nouveaux scandales l'ont éclipsé, et leurs détails plus savoureux ont détourné les commérages de ce drame vieux de 4 ans. Comme j'ai toutefois des raisons de croire que la totalité des faits n'a jamais été livrée au grand public, et que mon ami Sherlock Holmes joua un rôle considérable dans la résolution de l'affaire, une étude sur lui ne saurait être complète sans un aperçu de cet épisode remarquable. C'était quelques semaines avant mon propre mariage, à l'époque où je partageais encore un appartement avec Holmes dans Baker Street. Un après-midi, il revint d'une promenade et trouva une lettre qui l'attendait sur la table. Je n'étais pas sorti de la journée, car le temps était soudain devenu pluvieux, accompagné de forts vents d'automne, et la balle de Jésaï, que j'avais rapportée dans l'un de mes membres en souvenir de ma campagne afghane, me lançait avec une constance déprimante. Installé dans un fauteuil rembourré, les jambes sur un autre, je m'étais entouré d'une montagne de journaux, jusqu'à ce qu'enfin, saturé de nouvelles fraîches, je les jette tous de côté et reste étendu nonchalamment à observer les grandes armoiries et le monogramme de l'enveloppe posée sur la table, et me demandant mollement qui pouvait bien être le noble correspondant de mon ami. Voilà une épître très distinguée, remarquai-je lorsqu'il entra. Vos lettres de ce matin, si je me souviens bien, émanaient d'un poissonnier et d'un douanier. Oui, ma correspondance a en effet le mérite de la variété, répondit-il en souriant, et la plus humble est généralement la plus intéressante. Ceci ressemble à l'une de ces fâcheuses invitations mondaines qui vous obligent à choisir entre l'ennui et le mensonge. Il décacheta l'enveloppe et en parcourut le contenu. Allons, cela pourrait être quelque chose d'intéressant après tout. Ce n'est pas mondain alors? Non, clairement professionnel. Et elle provient de la noblesse? Oui, de l'une des plus grandes familles d'Angleterre. Mon cher ami, je vous félicite. Je vous assure, Watson, sans fausse modestie, que le statut de mon client compte beaucoup moins pour moi que l'intérêt de l'affaire qu'il me soumet. Il est fort possible, toutefois, que dans le cas présent, l'affaire soit aussi importante que son statut. Vous avez lu attentivement les journaux récemment, n'est-ce pas? On dirait bien, dis-je d'un air attristé, en désignant une grosse pile dans un coin. Je n'avais rien d'autre à faire. C'est heureux, car vous allez peut-être pouvoir me renseigner. Moi, je ne lis jamais que les informations judiciaires et la rubrique des petites annonces. Celles-ci sont toujours très instructives. Mais si vous avez suivi de près les événements récents, vous devez avoir lu des choses sur Lord Saint-Simon et son mariage. Oh oui, avec le plus grand intérêt. Très bien, la lettre que j'ai en main émane justement de Lord Saint-Simon. Je vais vous la lire, et en échange, je vous demanderai de feuilleter ces journaux et de me livrer tout ce qui a trait à cette affaire. Voici ce qu'il me dit. Mon cher monsieur Holmes, Lord Backwater affirme que je peux avoir toute confiance en votre jugement et votre discrétion. J'ai donc décidé de faire appel à vous, afin de vous consulter à propos du très pénible événement survenu relativement à mon mariage. Monsieur Lestrade, de Scotland Yard, a déjà pris l'affaire en main, mais il m'a assuré qu'il ne voyait pas d'objection à ce que vous collaboriez, que cela n'entraverait en rien ses recherches, et pense même que cela pourrait les faciliter. Je passerai chez vous à 4 heures de l'après-midi, et au cas où vous auriez pris un autre engagement à cette heure-là, j'ose espérer que vous voudrez bien vous rendre libre, car l'affaire est d'une importance capitale. Sincèrement vôtre, Robert Saint-Simon. Elle porte l'adresse de Grosvenor Mansion, a été écrite au moyen d'une plume d'oie, et le noble lord a eu le malheur de se mettre un peu d'encre sur la partie extérieure du petit doigt de la main droite, observa Holmes en repliant l'épître. Il a dit 4 heures, il est maintenant 3 heures, il sera ici dans 1 heure. Alors j'ai tout juste le temps, avec votre assistance, de me faire une idée de la situation. Passez donc en revue ces journaux et classez les coupures selon un ordre chronologique, tandis que je me renseigne sur l'identité de notre client. Il tira un volume à couverture rouge parmi une rangée d'ouvrages de référence placés à côté de la cheminée. Le voici, dit-il, en s'asseyant et en le posant à plat sur ses genoux. Robert Walsingham de Vere Saint-Simon, second fils du duc de Balmoral.
armoiries, azur, 3 chardons en chef, face de sable. Né en 1846, il a 41 ans, ce qui est mûr pour se marier. Était sous-secrétaire aux colonies dans un précédent gouvernement. Le duc, son père, avait lui-même été un temps secrétaire aux affaires étrangères. La famille descend en ligne directe des Plantagenets et des Tudor du côté maternel. Ah, bon, il n'y a rien de très instructif dans tout cela. Je crois que je dois m'en remettre à vous, Watson, pour avoir quelque chose de plus consistant. Je n'ai aucun mal à trouver ce que je cherche, dis-je, car les faits sont survenus très récemment et m'ont beaucoup frappé. J'ai préféré ne pas vous en parler, car je savais que vous aviez une enquête en cours et que vous n'aimez pas être dérangé par d'autres sujets. Oh, vous voulez parler du petit problème de la voiture de déménagement de Grosvenor Square? Il est désormais totalement éclairci, bien qu'en réalité il fût évident dès le début. Veuillez me communiquer les résultats de votre revue de presse. Voici la toute première mention que j'ai pu trouver. Elle se trouvait dans le carnet mondain du Morning Post et remonte, comme vous le voyez, à plusieurs semaines. Si l'on en croit la rumeur, un mariage est prévu entre Lord Robert Saint-Simon, second fils du duc de Balmoral, et mademoiselle Hetty Doran, fille unique de M. Aloysius Doran, de San Francisco, Californie, États-Unis. C'est tout. Net et concis, fit remarquer Holmes en étirant ses longues jambes maigres en direction du feu. Il y a eu ensuite un entrefilet plus développé dans un des journaux mondains de la même semaine. Ah, le voici. Il sera bientôt nécessaire d'exiger un certain protectionnisme sur le marché matrimonial, car le principe de libre-échange actuellement en vigueur semble très préjudiciable à nos productions locales. Petit à petit, l'administration des familles les plus nobles du Royaume-Uni passe entre les mains de nos belles cousines d'outre-Atlantique. Une importante adjonction vient d'être opérée, la semaine passée, à la liste déjà longue des trophées précédemment remportés par ces charmantes demoiselles venues d'ailleurs. Lord de Saint-Simon, qui avait réussi pendant 20 ans à échapper aux flèches de Cupidon, a confirmé aujourd'hui son mariage prochain avec mademoiselle Hetty Doran, la ravissante fille d'un millionnaire californien. Mademoiselle Doran, dont la silhouette gracieuse et la beauté saisissante avaient été très remarquées lors des festivités de Westbury House, est une enfant unique, et il se dit actuellement que sa dot dépassera allègrement les 100 000 livres, avec des perspectives d'avenir. Comme il est de notoriété publique que le duc de Balmoral a été contraint de vendre ses tableaux au cours des dernières années, et que Lord Saint-Simon ne possède en propre aucun domaine en dehors de celui, modeste, de Birchwood, il est évident que l'héritière californienne ne sera pas la seule à profiter de cette union qui lui permettra d'opérer une transition aisée et commune entre un statut de dame de la République et un titre de noblesse britannique. « Rien d'autre » demanda Holmes en bâillant. « Oh, si, plein d'autres choses. Voici ensuite un autre article du Morning Post qui dit que le mariage aura lieu dans la plus stricte intimité, qu'il sera célébré en l'église de Saint-Georges dans Hanover Square, que seule une demi-douzaine d'amis intimes sera invitée, et que les convives se rendront ensuite à Lancaster Gate, la demeure louée par M. Aloysius Doran. 2 jours plus tard, c'est-à-dire mercredi dernier, il y a un petit faire-part annonçant que le mariage a bien eu lieu, et que la lune de miel se déroulera chez Lord Backwater, près de Petersfield. Voilà toutes les mentions qui sont parues avant la disparition de la mariée. « Avant quoi » demanda Holmes en sursautant. « La disparition de la dame. »« Quand a-t-elle donc disparu ?»« Lors du repas de mariage. »« Vraiment ? Ceci est plus intéressant qu'il n'y paraissait au premier abord. Tout à fait passionnant en réalité. »« Oui, il m'a semblé que cela sortait quelque peu de l'ordinaire. » Elles disparaissent souvent avant la cérémonie et parfois durant la lune de miel. Mais je ne peux me remémorer quelque chose d'aussi brusque que cela. Donnez-moi tous les détails, je vous prie. Je vous préviens, ils sont très incomplets. Peut-être pourrions-nous arranger cela. Tels qu'ils se présentent, ils sont exposés dans un seul article de journal, paru hier matin, et que je vais vous lire. Il a pour titre « Événement singulier lors d'un mariage en vue ». La famille de Lord Saint-Simon a été plongée dans la plus grande consternation par les épisodes étranges et douloureux en relation avec son mariage. La cérémonie, brièvement annoncée dans les journaux d'hier, avait eu lieu la veille au matin. Mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'il a été possible d'obtenir confirmation des rumeurs qui ont couru avec tant d'insistance.
Malgré les efforts des amis pour étouffer l'affaire, elle a tant attiré l'attention générale qu'il ne servirait désormais plus à rien de prétendre ignorer ce qui est devenu un sujet de conversation courant. La cérémonie, célébrée à l'église de Saint-Georges dans Hanover Square, avait été très discrète. Seul y assistaient le père de la mariée, M. Aloysius Doran, la duchesse de Balmoral, Lord Backwater, Lord Eustace et Lady Clara Saint-Simon, le frère et la sœur cadet du marié, et Lady Alicia Whittington. Toute la troupe se rendit ensuite chez M. Aloysius Doran, à Lancaster Gate, où un petit déjeuner avait été préparé. Il semble qu'un petit incident fut provoqué par une femme dont le nom n'a pas été révélé et qui essaya de forcer son chemin dans la maison à la suite des invités, en prétendant avoir des droits sur Lord Saint-Simon. Ce n'est qu'après une fort longue et pénible scène qu'elle fut mise à la porte par le majordome et le valet de pied. La mariée, qui était fort heureusement entrée dans la maison avant ce contretemps désagréable, s'était attablée avec les autres, quand elle se plaignit tout à coup d'un malaise soudain et se retira dans sa chambre. Son absence prolongée ayant suscité des commentaires, son père monta à sa suite, mais il apprit par une femme de chambre que sa fille n'avait fait que passer dans sa chambre, juste le temps de prendre un manteau et un bonnet, et qu'elle était redescendue en trombe. L'un des valets de pied déclara qu'il avait vu une dame ainsi vêtue sortir de la maison, mais qu'il n'avait pas supposé un seul instant que ce fût Lady Saint-Simon, puisqu'il croyait qu'elle se trouvait avec les autres. En apprenant la disparition de sa fille, M. Aloysius Doran, en accord avec le marié, se mit instantanément en rapport avec la police, et des recherches poussées ont été effectuées, qui aboutiront probablement à la prompte résolution de cette affaire singulière. Tard hier soir cependant, rien n'avait encore filtré concernant l'endroit où pouvait se trouver la disparue. Des rumeurs de crime circulent, et on raconte que la police a procédé à l'arrestation de la femme qui avait provoqué le premier incident, avec la conviction que, par jalousie ou pour quelque autre motif, elle a pu jouer un rôle dans l'étrange disparition de la mariée. Et c'est tout ? Il y a encore un petit article dans un des journaux de ce matin, mais celui-ci est assez significatif. Et qui dit que Flora Miller, la femme qui a causé l'incident, a en effet été arrêtée. Il semble qu'elle aurait été autrefois danseuse à l'Allegro et qu'elle connaissait le marié depuis quelques années. Il n'y a pas d'autres détails, et vous possédez désormais tous les éléments de l'affaire, tels du moins qu'ils ont été exposés par la grande presse. Et c'est une affaire qui semble extrêmement intéressante. Pour rien au monde je n'aurais voulu la manquer. Mais on sonne à la porte, Watson, et comme il est 4 heures passées de quelques minutes à la pendule, je suis certain que voici notre illustre client. N'espérez pas vous en aller, Watson, car je préfère de beaucoup avoir un témoin auprès de moi, ne serait-ce que pour me servir d'aide-mémoire. Lord Robert Saint-Simon, annonça notre groom en ouvrant vivement la porte. Un gentleman entra. Il avait un visage agréable, sophistiqué, avec un grand nez pâle, peut-être un peu de mauvaise humeur dans l'expression de sa bouche, et le regard sûr et franc de quelqu'un qui a toujours eu de la chance de commander et d'être obéi. Bien que d'allure vive, son apparence générale donnait une fausse idée de son âge, car il avait le dos légèrement voûté et pliait un peu les genoux en marchant. Ses cheveux, comme nous le vîmes lorsqu'il retira son chapeau au bord très recourbé, étaient grisonnants sur les tempes et assez clairsemés au sommet. Quant à sa tenue, elle était soignée au point de friser le dandysme. Grand faux col, redingote noire, gilet blanc, gants jaunes, chaussures en cuir verni et guêtres claires. Il s'avança lentement dans la pièce, en tournant la tête de gauche à droite et en jouant de sa main droite avec le cordon de ses binocles à monture en or. « Bonjour, Lord Saint-Simon, dit Holmes en se levant pour s'incliner. Asseyez-vous dans le fauteuil en osier, je vous prie. Voici mon collègue et ami, le docteur Watson. Approchez-vous du feu et parlons un peu de cette affaire. Une affaire extrêmement pénible pour moi, comme vous pouvez aisément le concevoir, monsieur Holmes. Je suis piqué au vif. J'ai entendu dire que vous aviez déjà eu l'occasion de vous occuper de questions délicates de cette nature, monsieur, bien qu'elles ne concernassent guère, je suppose, la même classe de la société. En effet, je régresse. Je vous demande pardon. Mon dernier client de la sorte était un roi. Oh, vraiment, je n'aurais jamais cru. Et de quel roi s'agissait-il? Le roi de Scandinavie. Quoi? Avait-il perdu sa femme? Vous pourrez comprendre, dit Holmes sur un ton mielleux, que je traite mes autres cas avec la même discrétion que celle que je vous promets pour le vôtre.
Bien évidemment, très juste, très juste. Vous me pardonnerez, j'en suis sûr. En ce qui concerne ma propre affaire, je suis prêt à vous donner toutes les informations qui pourront vous aider à vous former une opinion. Merci, j'ai déjà appris tout ce qui en a été publié dans les journaux, rien de plus. Je suppose que je peux le considérer comme exact, cet article par exemple qui traite de la disparition de la mariée. Lord Saint-Simon y jeta un coup d'œil. Oui, dans l'ensemble, il est correct. Mais il en faudrait beaucoup plus avant de pouvoir se forger une opinion. Je pense que j'en arriverai plus directement aux faits en vous posant quelques questions. Je vous en prie. Quand avez-vous rencontré mademoiselle Hattie Doran pour la première fois? À San Francisco, il y a 1 an. Vous voyagiez aux États-Unis? Oui. Est-ce à ce moment que vous vous êtes fiancé? Non. Mais vous étiez en très bons termes. Je me plaisais en sa compagnie et constatai que c'était également son cas. Son père est très riche? On dit de lui qu'il est l'homme le plus riche de la côte pacifique. Et comment a-t-il fait fortune? Dans les mines. Il n'avait rien il y a quelques années. C'est alors qu'il a découvert de l'or, l'a exploité et s'est enrichi à pas de géant. Bon, et quelle est votre opinion sur le caractère de la jeune femme, votre épouse? L'aristocrate balança ses lunettes un peu plus rapidement et plongea son regard dans l'âtre. Voyez-vous, monsieur Holmes, mon épouse avait plus de 20 ans lorsque son père est devenu riche. Durant toute cette période, elle avait été libre d'aller et venir dans un campement de mineurs et de se promener à travers les montagnes et les bois, de sorte que son éducation s'est faite auprès de la nature plutôt que d'un professeur. Elle est ce que nous avons coutume d'appeler en Angleterre un garçon manqué. Elle a un caractère fort, indépendant et libre, et n'est enchaînée par aucune tradition. Elle est extrêmement impétueuse, j'allais dire volcanique. Elle n'est pas longue à se décider et très déterminée lorsqu'il s'agit de mettre en pratique ses résolutions. En revanche, je ne lui aurais pas donné le nom que j'ai l'honneur de porter. Il toussota d'un air emprunté, si je n'avais pas jugé qu'elle était au fond une noble femme. Je la crois capable du sacrifice le plus héroïque, et elle répugnerait à entreprendre la moindre action déshonorante. Avez-vous sa photographie? J'ai apporté ceci avec moi. Il ouvrit un médaillon et nous montra le portrait d'une femme tout à fait ravissante. Ce n'était pas une photographie, mais une miniature sur ivoire, et l'artiste avait merveilleusement mis en valeur les cheveux noirs et soyeux, les grands yeux sombres et la bouche exquise. Holmes l'examina longuement et avec attention. Puis il referma le médaillon et le rendit à Lord Saint-Simon. La jeune fille est donc venue à Londres et vous avez renoué des relations? Oui, son père l'avait amenée ici pour la dernière saison londonienne. Je l'ai vue plusieurs fois, je me suis fiancé avec elle, et je viens de l'épouser. Elle vous apporte, il me semble, une dot considérable. Une belle dot, pas plus que celle que l'on connaît habituellement dans ma famille. Et celle-ci, bien évidemment, vous est conservée, puisque le mariage est un fait accompli. Je n'ai vraiment fait aucune recherche sur le sujet. Bien sûr que non. Avez-vous vu mademoiselle Doran le jour précédant le mariage? Oui. Était-elle de bonne humeur? Plus que jamais, elle ne cessait de parler de notre future vie commune. Vraiment? Voilà qui est très intéressant. Et le matin du mariage? Elle était aussi radieuse que possible, tout du moins jusqu'après la cérémonie. Avez-vous observé quelque changement en elle à ce moment-là? Eh bien, pour dire la vérité, j'ai perçu à ce moment-là les premiers signes indiquant qu'elle avait le caractère un peu vif. L'incident est cependant trop insignifiant pour être rapporté et peut n'avoir aucun lien avec l'affaire. Racontez-le quand même, je vous prie. Oh, c'est puéril, son bouquet lui avait échappé des mains alors que nous nous dirigions vers la sacristie. Elle passait à ce moment-là devant le banc de la première rangée et le bouquet tomba dessus. On s'arrêta un instant, mais le gentilhomme qui occupait ce banc le rendit à ma femme, et il ne parut pas le moins du monde abîmé par sa chute. Pourtant, lorsque j'y fis allusion, elle me répondit très brusquement, et dans la voiture, pendant le trajet de retour vers la maison, elle me sembla exagérément agitée à propos de ce banal incident. Vraiment? Vous dites qu'il y avait un gentilhomme sur ce banc? Des personnes du grand public étaient alors présentes à ce moment-là? Oh oui, on ne peut les empêcher d'entrer lorsque l'église est ouverte. Le gentilhomme en question n'était pas un ami de votre femme? Non, non, j'ai employé le mot gentilhomme par politesse, mais c'était en réalité un individu très quelconque. J'ai à peine fait attention à lui. Mais je pense sincèrement que nous sommes en train de nous éloigner nettement du sujet. Lady Saint-Simon est donc rentrée de la cérémonie de moins bonne humeur qu'elle ne l'était en y allant. Que fit-elle en revenant dans la maison de son père?
Je l'ai vu s'entretenir avec sa femme de chambre. Et qui est sa femme de chambre? Elle s'appelle Alice, c'est une Américaine qui est arrivée de Californie avec ma femme. Une personne de confiance? Un peu trop même. Je trouvais que ma femme lui laissait prendre de grandes libertés. Bien sûr, en Amérique, on considère ces choses d'une manière différente. Combien de temps votre femme s'est-elle entretenue avec Alice? Oh, quelques minutes. J'avais bien d'autres choses en tête. Vous n'avez pas entendu ce qu'elle disait? Lady Saint-Simon a parlé de rafler un claim. Elle avait l'habitude d'employer un argot de la sorte. Mais j'ignore bien à quoi elle faisait allusion. L'argot américain est parfois très imagé. Et que dit votre femme après avoir parlé avec sa femme de chambre? Elle entra dans la salle à manger. À votre bras? Non, seule. Elle était très indépendante à propos de certaines petites choses de ce genre. Puis 10 minutes environ après nous être assis, elle se leva précipitamment, murmura quelques mots d'excuse et quitta la pièce. Elle n'est jamais revenue. Mais cette femme de chambre, Alice, si j'ai bien compris, déclare qu'elle serait montée dans sa chambre, aurait passé un long par-dessus sur sa robe de mariée, enfilé un bonnet et serait sortie. Exactement. Et on l'aperçut un peu plus tard dans Hyde Park en compagnie de Flora Miller, une femme qui a depuis été arrêtée et avait déjà été la cause d'un incident survenu dans la maison de M. Doran le matin même. Ah oui, j'aimerais avoir quelques informations sur cette jeune femme et sur vos relations avec elle. Lord Saint-Simon haussa les épaules et leva les sourcils. Nous avons eu une relation amicale durant quelques années, une relation très amicale, devrais-je dire. Elle travaillait autrefois à l'Allegro. Je n'ai pas été ingrat avec elle, et elle n'a pas eu lieu de se plaindre avec moi. Mais vous savez comment sont les femmes, monsieur Holmes. Flora était une adorable petite chose, mais excessivement colérique et viscéralement attachée à moi. Elle m'a écrit des lettres atroces lorsqu'elle a su que j'allais me marier. Et pour dire la vérité, si le mariage a été célébré aussi discrètement, c'est que je craignais qu'un scandale n'éclatât à l'église. Elle s'est rendue au domicile de M. Doran juste après notre retour, et elle a essayé de s'introduire de force, proférant des injures à l'égard de ma femme, et la menaçant même. Mais j'avais envisagé une telle éventualité et donné des instructions aux domestiques, qui la refoulèrent promptement au dehors. Elle se calma lorsqu'elle s'aperçut que ça ne servait à rien de faire du scandale. Votre femme a-t-elle entendu tout cela? Non, Dieu merci, elle n'a rien entendu. Et on l'a vue marcher en compagnie de cette femme même, peu après? Oui, et c'est cela que M. Lestrade de Scotland Yard considère comme très grave. On pense que Flora a dû attirer ma femme au dehors, où l'attendait un terrible piège. Eh bien, c'est possible en effet. Vous le pensez aussi? Je n'ai pas dit que c'était probable, mais vous-même ne considérez pas cela comme probable? Je sais que Flora ne ferait pas de mal à une mouche. Oui, et pourtant la jalousie peut singulièrement transformer les caractères. Mais je vous prie, dites-nous ce qui selon vous a bien pu se passer. Eh bien vraiment, je suis venu en quête d'une hypothèse, et non pas pour vous en proposer une. Je vous ai communiqué tous les faits. Néanmoins, puisque vous me le demandez, je vous dirai que l'émotion provoquée par cette affaire et le sentiment qu'elle venait de faire un immense pas dans l'échelle sociale ont été cause d'une certaine réaction nerveuse chez ma femme. En somme, qu'elle aurait eu l'esprit soudain dérangé? Ma foi, que voulez-vous, en considérant qu'elle s'est détournée de moi, je ne devrais pas dire de moi, mais aussi de tout ce à quoi tant d'autres ont aspiré en vain, je ne vois pas comment l'expliquer autrement. Oui, c'est également une hypothèse concevable, dit Holmes en souriant. Désormais, Lord Saint-Simon, je crois que je possède pratiquement tous les éléments. Pourrais-je vous demander si, durant le déjeuner, vous étiez assis de manière à voir par les fenêtres? Nous pouvions voir l'autre côté de la chaussée, ainsi que Hyde Park. Très bien, dans ce cas, je ne crois pas utile de vous retenir plus longtemps. Je prendrai contact avec vous. Puissiez-vous être assez chanceux pour résoudre ce problème, dit notre client en se levant. Je l'ai résolu. Hein? Qu'avez-vous dit? Je dis qu'il est résolu. Mais alors, où se trouve ma femme? C'est un détail que je serai bientôt en mesure de fournir. Lord Saint-Simon secoua la tête. Je crains que ce ne soit du ressort de cerveau plus subtil que le vôtre ou le mien, fit-il observer. Puis il nous salua d'une manière pompeuse et démodée et s'en alla. Je suis très flatté de voir mon cerveau placé par Lord Saint-Simon au même rang que le sien, dit Sherlock Holmes en riant. Je crois que je vais m'autoriser un whisky soda et un cigare après ce véritable interrogatoire. J'avais tiré mes conclusions sur l'affaire avant que mon client n'entre dans la pièce. Mon cher Holmes,
J'ai des notes sur plusieurs cas similaires, mais sur aucun, comme je vous l'ai fait remarquer, qui fut aussi soudain. Cet entretien avait pour but de changer mes conjectures en certitude. Les preuves indirectes sont parfois les plus convaincantes et sautent aux yeux, comme une truite dans du lait, selon l'expression de Thoreau. Mais pourtant, j'ai entendu la même chose que vous. Cependant, sans connaître les cas antérieurs qui me sont si précieux. Il y a eu une affaire identique à Aberdeen il y a quelques années, et quelque chose de très analogue à Munich l'année qui a suivi la guerre franco-prussienne. C'est l'un de ces cas. Mais ah, voici Lestrade. Bonsoir Lestrade. Prenez donc un verre sur le buffet, et il y a des cigares dans la boîte. L'inspecteur de police était accoutré d'une vareuse et d'un foulard qui lui donnait tout à fait l'air d'un marin, et il tenait à la main un sac en toile noire. Après nous avoir brièvement salués, il s'assit et alluma le cigare qui lui avait été proposé. « Qu'y a-t-il donc » demanda Holmes avec un air malicieux. « Vous avez l'air mécontent. »« Et je me sens mécontent. C'est à propos de cette impossible affaire du mariage de Saint-Simon. Je ne vois ni queue ni tête à cette histoire. »« Vraiment, vous me surprenez. Qui a jamais entendu parler d'une affaire aussi inextricable ? Chaque indice semble me glisser entre les doigts. J'y ai travaillé toute la journée. »« Et à cause de cela, vous êtes tout trempé » s'écria Holmes en posant la main sur la manche de sa vareuse. « Oui, je viens de draguer la serpentine. »« Mais grand Dieu, pourquoi faire ? » ?»« Pour rechercher le corps de Lady Saint-Simon. » Sherlock Holmes se renversa sur son fauteuil et partit d'un grand éclat de rire. « Avez-vous dragué aussi le bassin de la fontaine de Trafalgar Square ?» lui demanda-t-il. « Pourquoi ? Que voulez-vous dire ? » ?»« Parce que vous avez autant de chances de retrouver cette lady dans l'un que dans l'autre. » Lestrade lança un regard courroucé à mon compagnon. « Je suppose que vous savez donc toute la vérité, grogna-t-il. « Je viens seulement de prendre connaissance des faits, mais mon opinion est faite. »« Ah, vraiment ? Alors vous pensez que la serpentine n'a joué aucun rôle dans l'histoire ? » ?»« Je pense que c'est fort peu probable. »« Alors vous aurez sans doute l'obligeance de m'expliquer comment il se fait que nous y ayons découvert ceci. » Tout en parlant, il ouvrit son sac noir et en fit tomber sur le sol une robe de mariée de soie moirée, une paire de souliers de satin blanc, une couronne de fleurs et un voile de mariée, le tout décoloré et ruisselant d'eau. « Voilà, dit-il en posant une alliance toute neuve au sommet de la pile. « Voici un petit casse-tête à résoudre, maître Holmes. »« Oh, vraiment ?» dit mon ami en soufflant des anneaux de fumée bleue. « Vous les avez repêchés au fond de la serpentine ?»« Non, ils flottaient près de la rive où l'un des gardiens du parc les a découverts. Il a été établi qu'il s'agissait bien de ses vêtements, et il m'a semblé que si les habits se trouvaient là, son corps ne devait pas se trouver très loin. D'après ce merveilleux raisonnement, le corps de tous les gens que l'on rencontre devrait donc se trouver non loin de leur penderie. Et dites-moi, s'il vous plaît, où pensiez-vous aboutir en agissant ainsi ? À la preuve que Flora Miller était impliquée dans cette disparition. Je crains que cela ne soit difficile. »« Ah, vraiment ?» s'écria Lestrade avec amertume. « J'ai bien peur, Holmes, que vous ne soyez pas très réaliste avec vos déductions et vos raisonnements. Vous venez de commettre 2 bourdes en autant de minutes. Cette robe nous conduit directement à Flora Miller. Et en quoi ? Dans la robe, il y a une poche. Dans la poche, il y a un porte-carte. Dans le porte-carte, il y a un mot. Et ce mot, le voici. » Il le posa à plat devant lui sur la table. « Écoutez donc cela. Vous me verrez quand tout sera prêt. Venez tout de suite. F.H.M. » Or, depuis le début, ma théorie est que Lady Saint-Simon a été attirée hors de chez elle par Flora Miller, et que celle-ci, probablement avec des complices, était responsable de sa disparition. Voici, signé de ses initiales, le mot qu'elle lui aura sans doute glissé discrètement dans la main lorsqu'elle est arrivée à la porte et qui l'a attiré dans leurs griffes. « Très bien, Lestrade, dit Holmes en riant. Vous êtes vraiment admirable. Laissez-moi voir cela. » Il se saisit mollement du papier, mais celui-ci capta instantanément son attention, et il laissa échapper un petit cri de satisfaction. « C'est en effet important, dit-il. »« Ah, vous trouvez ? Extrêmement, je vous félicite chaleureusement. » Lestrade se leva d'un air triomphant et se pencha pour voir. « Mais, s'écria-t-il, vous le regardez du mauvais côté ? » ?»« Au contraire, c'est celui-ci le bon côté. »« Le bon côté ? Vous êtes fou, voici le mot écrit au crayon. » Et par ici se trouve ce qui me semble être un fragment de note d'hôtel qui m'intéresse beaucoup. « On n'y trouve rien, je l'ai déjà examiné, dit Lestrade. 4 octobre, chambre, 8 shillings. Petit déjeuner, 2 shillings 6 pence. Cocktail, 1 shilling. Déjeuner, 2 shillings 6 pence. Verre de sherry, 8 pence.
Et après, je ne vois rien là-dedans. Évidemment non, c'est néanmoins très important. Quant à ce petit mot, il est également important, du moins les initiales le sont-elles. Aussi je vous félicite encore une fois. J'ai déjà perdu assez de temps, dit Lestrade en se levant. Je crois aux vertus du travail, et non au fait de rester assis au coin du feu à échafauder de belles théories. Au revoir, monsieur Holmes, nous verrons qui de nous deux découvrira le fond de l'affaire le premier. Il rassembla les vêtements, les remit dans le sac et se dirigea vers la porte. Juste un tuyau, Lestrade, dit Holmes, d'une voix traînante, avant que son rival n'eût disparu. Je vais vous donner la véritable clé de l'énigme. Lady Saint-Simon n'est qu'un mythe. Il n'y a pas et n'y a jamais eu de Lady Saint-Simon. Lestrade regarda mon compagnon avec tristesse. Puis il se tourna vers moi, se frappa le front 3 fois, hocha solennellement la tête et sortit précipitamment. À peine avait-il refermé la porte derrière lui que Holmes se levait et enfilait son pardessus. « Il y a du vrai dans ce que dit cet homme à propos du travail de terrain, observa-t-il. Aussi je pense, Watson, que je vais vous laisser un moment à vos journaux. » Il était 5 heures passées lorsque Sherlock Holmes me quitta, mais je n'eus pas le temps de m'ennuyer, car, moins d'une heure après, je reçus la visite d'un garçon traiteur portant une grande caisse plate. Il se mit à la déballer, aidé par un adolescent qu'il avait amené avec lui, et en quelques instants, et à mon grand étonnement, un petit souper froid tout à fait épicurien commença à s'étaler sur la table en acajou de notre modeste meublé. Il y avait là 2 paires de bécasses, un faisan, un pâté de foie gras en croûte et plusieurs vieilles bouteilles couvertes de toiles d'araignée. Ayant disposé tous ces trésors, mes 2 visiteurs disparurent, tels des génies des 1001 nuits, sans donner d'explication, sauf pour dire que tout avait été réglé et qu'on leur avait donné l'ordre de livrer à cette adresse. Juste avant 9 heures, Sherlock Holmes pénétra brusquement dans la pièce. Sa mine était grave, mais une lueur dans les yeux me laissa supposer que ses conclusions n'avaient pas été déçues. « Ils ont donc installé le souper, dit-il en se frottant les mains. Vous semblez attendre des invités, ils ont mis 5 couverts. Oui, je crois que nous pourrions bien avoir de la visite, dit-il. Je m'étonne que Lord Saint-Simon ne soit pas encore arrivé. Ah, il me semble entendre ses pas dans l'escalier. » C'était en effet notre client de la matinée, qui entra d'un air très agité, en jouant plus nerveusement que jamais avec ses binocles, une expression très agitée sur ses traits aristocratiques. « Vous avez donc reçu mon message » demanda Holmes. « Oui, et j'avoue que son contenu m'a sidéré au-delà de toute mesure. Êtes-vous bien certain de ce que vous avancez ?»« Tout à fait certain. » Lord Saint-Simon s'écroula dans un fauteuil et se passa la main sur le front. « Que dira le duc, murmura-t-il, quand il apprendra qu'un membre de la famille a subi une telle humiliation ? Ce n'est qu'un pur accident, je ne considère pas qu'il y ait la moindre humiliation. Ah, vous envisagez les choses d'un tout autre point de vue. Il ne m'apparaît pas que l'on puisse blâmer qui que ce soit, je ne vois pas comment cette dame aurait pu agir autrement, bien que la manière abrupte qu'elle a employée soit tout à fait regrettable. N'ayant plus de mère, elle n'avait personne pour la conseiller dans un tel moment de crise. « C'est un affront, monsieur, un affront public, » dit Lord Saint-Simon en pianotant sur la table. « Il faudra vous montrer indulgent avec cette pauvre fille. Elle ne s'était jamais retrouvée dans une telle situation. » « Je ne ferai preuve d'aucune indulgence. Je suis vraiment très en colère. J'ai été honteusement utilisé. »« Je crois que j'ai entendu sonner, » dit Holmes. « Oui, on entend quelqu'un sur le palier. Si je ne parviens pas à vous faire adopter une position plus clémente sur cette affaire, Lord Saint-Simon, j'ai ici avec moi quelqu'un qui saura peut-être mieux plaider pour elle. » Il ouvrit la porte et fit entrer une dame et un homme. « Lord Saint-Simon, dit-il, permettez-moi de vous présenter Monsieur et Madame Francis A. Moulton. Vous avez déjà, je crois, eu l'occasion de rencontrer Madame. » À la vue des 2 nouveaux venus, notre client avait bondi de son siège et se tenait tout droit, les yeux baissés et la main plaquée sur la poitrine, image même de la dignité offensée. La femme avait promptement fait un pas en avant et lui avait tendu la main, mais il se refusait toujours à lever les yeux. C'était d'ailleurs probablement la meilleure façon de maintenir sa résolution, car il eût été vraiment difficile de résister à son visage implorant. « Vous êtes fâché, Robert, lui dit-elle. Je suppose que vous avez toute raison de l'être. »« Ne vous excusez pas, je vous en prie, » dit Lord Saint-Simon avec amertume. « Oh, je sais que je vous ai très maltraité et que j'aurais dû vous parler avant de m'en aller. Mais j'étais complètement déconcerté, et dès le moment où j'ai revu Frank ici, je ne savais plus ce que je faisais, ni ce que je disais. La seule chose qui me surprenne, c'est que je ne me sois pas évanoui juste devant l'hôtel. »
Peut-être, Madame Moulton, souhaiteriez-vous que nous nous retirions, mon ami et moi, le temps que vous vous expliquiez? Si je peux donner mon avis, observa l'inconnu, il y a déjà eu trop de mystère autour de toute cette affaire. Pour ma part, je ne souhaite qu'une chose, c'est que l'Europe et l'Amérique connaissent la vérité. C'était un petit homme sec et nerveux, tanné par le soleil, le visage éveillé et alerte de manière. Dans ce cas, je vais tout vous raconter maintenant, dit la jeune femme. Franck et moi, nous nous sommes rencontrés en 1881 au camp de McQuire, près des montagnes Rocheuses, où papa exploitait un claim, une concession minière. Nous étions fiancés, Franck et moi. Mais voilà qu'un jour papa tombe sur un filon et ramasse un paquet d'or, tandis que ce pauvre Franck, lui, avait un claim qui s'épuisait et ne donnait rien. Plus papa s'enrichissait, plus Franck, lui, s'appauvrissait, si bien qu'à la fin papa ne souhaita pas que notre relation dure plus longtemps et il m'emmena à San Francisco. Mais Franck ne voulait pas renoncer et il m'a suivi là-bas, venant me voir sans que papa n'en sache rien. Ça n'aurait fait que le rendre fou s'il avait su. Alors nous organisâmes tout entre nous. Franck disait qu'il allait faire fortune lui aussi, et qu'il ne reviendrait pas me chercher avant d'avoir ramassé autant que papa. Alors je lui fis la promesse de l'attendre jusqu'à la fin des temps, et de ne pas me marier à un autre tant qu'il serait vivant. Pourquoi alors ne pas nous marier tout de suite, me dit-il, ainsi je serai rassuré par rapport à toi, et je ne revendiquerai pas mes droits d'époux avant mon retour. Nous en avons discuté longtemps tous les deux, et il avait si bien arrangé l'affaire avec un pasteur qui nous attendait que nous nous sommes mariés sur le champ. Et Franck est parti ensuite courir après la fortune, tandis que je retournais auprès de papa. La première fois que j'eus des nouvelles de Franck, il était dans le Montana, puis il est parti prospecter dans l'Arizona. J'ai eu ensuite de ses nouvelles du Nouveau-Mexique. Après quoi, j'ai vu un jour, dans un journal, un long article à propos d'un camp de mineurs attaqué par les Apaches, où l'on citait le nom de mon Franck parmi les tués. Je perdis immédiatement connaissance et j'en fus malade pendant des mois. Papa crut que je dépérissais et il m'emmena voir la moitié des médecins de Frisco. Aucune nouvelle ne me parvint durant 1 an et même davantage, et je ne doutais donc pas qu'il fût réellement mort. Lord Saint-Simon vint alors à San Francisco, puis nous partîmes pour Londres et un mariage fut convenu. Papa était très content, mais moi je sentais bien qu'aucun homme sur terre n'occuperait jamais dans mon cœur la place que j'avais donnée à mon pauvre Franck. Malgré cela, si j'avais épousé Lord Saint-Simon, j'aurais bien été sûr loyal envers lui. On ne commande pas ses sentiments, mais on peut commander ses actes. Je l'ai accompagné à l'hôtel avec l'intention d'être pour lui une épouse aussi accomplie que possible. Mais vous pouvez imaginer ce que j'ai ressenti lorsque, m'avançant vers la grille de l'hôtel, j'aperçus Franck debout qui me regardait depuis le banc de devant. J'ai d'abord cru que c'était son fantôme. Mais quand je regardais de nouveau, il était toujours là, avec dans ses yeux comme une question, me demandant si j'étais ou non contente de le voir. J'ignore comment je n'en suis pas tombé raide. Je me souviens que tout s'est mis à tourner autour de moi, et que les propos du pasteur bourdonnaient comme une abeille à mes oreilles. Je ne savais que faire. Devais-je arrêter le service et provoquer une scène dans l'église? Je regardai encore une fois dans la direction de Franck, et il sembla comprendre quelle était ma pensée, car il porta aussitôt un doigt sur ses lèvres pour me demander de me tenir tranquille. Puis je le vis griffonner quelque chose sur un bout de papier, et je compris qu'il était en train de m'écrire un mot. Lorsque je passai devant son banc, je laissai tomber mon bouquet près de lui, et il me glissa le mot dans la main en me rendant mes fleurs. Il n'y avait qu'une ligne pour me demander de le rejoindre quand il me ferait signe. Naturellement, je ne doutais pas un instant que, désormais, mon premier devoir était d'aller vers lui, et je me décidai à agir selon ses directives. En rentrant à la maison, je racontai tout à ma femme de chambre, qu'il avait connue en Californie et avait toujours été mon amie. Je lui donnai ordre de garder le silence et d'empaqueter quelques affaires et de préparer mon imperméable. Je sais que j'aurais dû parler à Lord Saint-Simon, mais c'était terriblement difficile en présence de sa mère et de tous ces gens importants. Je me résolus donc à filer sans rien dire et lui expliquer plus tard. Il n'y avait pas 10 minutes que nous étions à table que j'aperçus Franck par la fenêtre de l'autre côté de la route. Il me fit signe de venir, puis s'engagea dans Hyde Park. Je m'esquivai, allai enfiler mes affaires et le suivis. Une femme m'aborda et se mit à me raconter je ne sais trop quelle histoire sur Lord Saint-Simon. Il me sembla, d'après le peu que j'en entendis, que lui aussi devait avoir eu quelque petite histoire avant notre mariage. Mais je me débrouillai pour me débarrasser d'elle et rejoignis Franck quelques instants après.
Nous montâmes dans un fiacre et partîmes en direction de l'appartement qu'il avait loué sur Gordon Square, et ce fut là mon véritable mariage après toutes ces années d'attente. Frank avait été fait prisonnier par les Apaches, s'était échappé, s'était rendu à Frisco pour s'apercevoir que je le tenais pour mort, et que j'étais parti pour l'Angleterre où il me suivit, pour me retrouver enfin le matin même de mon second mariage. Je l'ai lu dans un journal, expliqua l'Américain. On y donnait le nom des mariés, celui de l'église, mais pas l'endroit où vivait la dame. Alors nous avons discuté pour décider de ce que nous allions faire, et Frank était partisan de tout révéler. Mais moi je me sentais tellement honteuse de tout cela que j'aurais voulu disparaître et ne jamais les revoir, en envoyant peut-être juste un petit mot à papa pour qu'il sache que j'étais en vie. La pensée de toutes ces dames et ces lords qui m'attendaient, tous attablés, m'était insupportable. Frank prit donc ma robe de mariée, le reste, et en fit un paquet, pour qu'on ne puisse remonter ma trace, et il le jeta quelque part où personne ne pourrait les trouver. Il est probable que nous serions partis demain pour Paris, si ce bon monsieur Holmes n'était venu nous trouver ce soir. Comment il y parvint cependant, je ne saurais le dire, et il nous montra clairement et posément que j'avais tort et que Frank avait raison, et que nous nous égarions en gardant un tel secret. Il nous offrit alors la possibilité de nous accueillir chez lui, pour en parler avec Lord Saint-Simon en particulier, et nous sommes venus sur l'heure. Voilà, Robert, vous savez tout, et je suis vraiment désolé si je vous ai fait souffrir. J'espère que vous ne garderez pas trop une mauvaise opinion de moi. Lord Saint-Simon n'avait aucunement abandonné son attitude rigide, et il avait écouté ce long récit avec les sourcils froncés et les lèvres serrées. « Excusez-moi, dit-il, mais il n'est pas dans mes habitudes d'évoquer ainsi en public mes affaires personnelles les plus intimes. »« Alors vous ne me pardonnerez pas? Vous allez me laisser partir sans me serrer la main ?»« Oh, bien sûr que non, si cela peut vous faire plaisir. » Et il tendit la main et se saisit froidement de celle qu'elle lui tendait. « J'osais espérer, suggéra Holmes, que vous vous joindriez à nous pour un petit souper amical. »« Je crois que vous m'en demandez là un peu trop, répondit son Altesse. Je suis bien forcé d'accepter ces faits nouveaux, mais on ne peut me demander de m'en réjouir. Il me semble, avec votre permission, qu'il est temps pour moi de vous souhaiter à tous une excellente nuit. » Et il nous salua tous d'une profonde révérence et quitta la pièce d'un air digne. « Vous, au moins, j'en suis sûr, allez me faire le plaisir de votre compagnie, dit Sherlock Holmes. C'est toujours une joie pour moi de rencontrer un Américain, monsieur Moulton, car je suis de ceux qui croient que la sottise d'un monarque et les bourdes d'un ministre, il y a de cela des lustres, n'empêcheront pas nos enfants d'être un jour les citoyens d'un seul grand pays sous les couleurs d'un drapeau associant l'Union Jack et la bannière étoilée. » Ce cas aurait été instructif, observa Holmes lorsque nos invités furent partis, car il a permis de démontrer clairement à quel point peut se révéler simple une affaire qui paraissait à première vue inexplicable. Rien ne saurait être plus naturel que la chaîne d'événements narrés par cette dame, tout comme rien ne pourrait sembler plus étrange lorsqu'on la regarde du point de vue de M. Lestrade de Scotland Yard, par exemple. Vous-même n'avez jamais été pris en défaut alors ? Dès le début, deux faits me sont apparus comme absolument évidents. Le premier est que la jeune femme était tout à fait disposée à se marier, et le second qu'elle s'est mise à le regretter quelques minutes seulement avant de rentrer chez elle. Quelque chose avait manifestement dû survenir le matin même et la faire changer d'avis. Que cela pouvait-il être ? Elle n'avait pas eu la possibilité de parler à quiconque à l'extérieur, puisqu'elle se trouvait en compagnie du marié. Avait-elle aperçu quelqu'un alors ? Si c'était le cas, il devait s'agir de quelqu'un d'Amérique, car elle avait passé trop peu de temps dans notre pays pour permettre à qui que ce soit d'acquérir sur elle une influence si grande que sa seule vue suffirait à bouleverser ainsi ses projets. Vous voyez qu'ainsi nous sommes déjà parvenus, par élimination, à l'idée qu'elle ait pu apercevoir un Américain. Mais qui pouvait bien être cet Américain, et comment se faisait-il qu'il exerçât une telle influence sur elle ? Peut-être un amoureux, peut-être un mari. Ces jeunes années, comme je le savais, s'étaient déroulées dans un contexte dur et assez peu conventionnel. J'en étais là lorsque Lord Saint-Simon nous raconta ce qui lui était arrivé, quand il nous parla de l'homme qu'il avait vu sur le banc de l'église, du changement d'attitude de la mariée, d'un subterfuge aussi évident pour s'emparer d'un billet que le coup du bouquet qui tombe, de ce qu'elle s'était entretenue avec sa dame de compagnie, et enfin de ce terme très significatif dont elle s'était servie, rafler un claim, qui signifie dans le parler des mineurs s'emparer d'une concession qui a déjà été attribuée à quelqu'un. Toute la situation devint absolument claire.
Elle était partie avec un homme, et cet homme ne pouvait être qu'un amant ou un précédent mari, les pronostics penchant pour cette dernière solution. Mais comment diable êtes-vous parvenu à les retrouver? Cela aurait pu se révéler difficile, mais l'ami Lestrade tenait entre les mains des informations d'une valeur que lui-même ne soupçonnait pas. Les initiales étaient bien sûr de la plus haute importance, mais plus précieux encore était le fait qu'il avait, au cours de la semaine écoulée, réglé sa note dans l'un des plus grands hôtels de Londres. Comment avez-vous su qu'il s'agissait d'un grand hôtel? Par les prix pratiqués, qui sont ceux d'un grand hôtel. 8 shillings pour une chambre et 8 pence pour un verre de sherry suggèrent l'un des hôtels les plus chers. Dans tout Londres, il n'en est guère qui pratiquent ce tarif. Dans le second que je visitais, sur Northumberland Avenue, j'appris en examinant le registre de compte que Francis H. Moulton, un Américain, avait quitté l'hôtel seulement la veille, et en regardant ce qui était écrit en face de son nom, je tombais sur les mêmes articles que ceux que j'avais vus sur le double de la facture. Il avait demandé à ce que l'on fasse suivre son courrier au 226, Gordon Square, et je me rendis donc à cette adresse, où, ayant eu la chance de trouver les amoureux chez eux, je me risquais à leur expliquer, de manière assez paternelle, qu'il serait en tout point préférable qu'ils clarifient un peu leur situation, vis-à-vis du public en général, et de Lord Saint-Simon en particulier. Je les ai invités à venir le rencontrer ici, et comme vous le voyez, il est venu au rendez-vous. Mais avec un résultat peu brillant, observai-je, sa conduite a manqué franchement d'élégance. Ah, Watson, dit Holmes en souriant, peut-être que vous-même n'agiriez pas très élégamment si, après avoir franchi toutes les étapes, de la séduction jusqu'au mariage, vous vous trouviez dépossédé en un instant de femme et de fortune. Je pense que nous devons nous montrer cléments à l'égard de Lord Saint-Simon et prier notre bonne étoile pour ne jamais nous retrouver dans la même situation. Approchez donc votre chaise et passez-moi mon violon, car le seul problème qu'il nous reste à résoudre est de savoir comment tromper l'ennui au cours de ces mornes soirées automnales.